Il y a que nous qui travaillons pas. Mais, Hein. oui, mais alors déjà, toi, tu travailles plus que moi. Et moi, je me dis, mais c'est dingue quand même, à un moment donné, il va falloir que je m'active. Ah, mais bon. On est incroyable. La pièce tournante du Tweet Game. Mais oui, là, le pilier. Le pilier. Ouais, moi, je pense, comment dire, c'est la gérante. C'est-à-dire, tu rentres dans la maison Twitch. La matriarche. C'est Litena qui est là. Elle t'attend avec une grande robe. Non, c'est pas elle, c'est un larbin qui ouvre la porte et derrière t'as un siège où elle est dessus avec une longue robe et tout. Et une longue robe. Et c'est une couronne d'épée et tout. Rentre, jeune streamer! Et puis nous, on est là. Tu veux casser des réalités? Alors, le premier film, c'est... The Prisoner of Ghostland. Il n'y a pas d'affiche. Si, mais je vais faire le casting avant. Et je laisse Raven vous présenter le casting du film. Le casting, et tous ceux qui bossent derrière. C'est réalisé par Sono Sion. Sono Sion, c'est un réalisateur japonais que je kiffe. Regardez plein de films de lui. On va aller voir, parce que là, je viens de perdre ma mémoire, c'est incroyable. Filmographie. Il y a beaucoup de trucs, il y a énormément de trucs. Suicide Club qui est incroyable, XT qui est un film d'horreur avec des cheveux, encore une fois. Hein. Love Exposure qui est ouf, Cold Fish qui est impressionnant et attention parce que c'est très gore et assez ouf. Imizu qui a rien à voir, Guilty of Romance qui est une pépite, The Land of Hope, tu vois, là on vient juste de... XT, un film d'horreur, J-horror. Love Exposure, c'est une histoire d'amour, alors un petit peu... Toxique. Un petit peu, alors oui, mais limite pornographie, il surfe sur la pornographie. Cold Fish, c'est un film social, drame social, super gore qui traite en fait des gens qui sont exploités au Japon. Guilty of Romance, c'est ça traite du métier de péripapéticienne au Japon. C'est une histoire vraie, Cold Fish. Cold Fish, oui, Cold Fish est une histoire vraie et c'est incroyable. Quand tu vois la fin, tu fais comment ça, c'est une histoire vraie. Enfin, c'est incroyable, mais c'est très gore. Et The Land of Hope, tout ça, tous les films que je viens de vous citer, c'est des styles différents, des réalisations un petit peu différentes qui restent dans le style punk de Sono Sion. Mais The Land of Hope traite du comment on appelle ça, du trauma atomique nucléaire au Japon en fait. Et je pense que je commencerai par The Land of Hope pour t'initier au cinéma. Ah, parce qu'on va en parler de celui-là. De Sono Sion. Puis après, il y a du Tokyo Tribe, il y a Virgin Psychis, il y a énormément de trucs. Tokyo Vampire Hotel sur Amazon, The Forest of Love sur Netflix. C'est incroyable. Moi, je trouve que ce réalisateur est ouf. Donc, c'est avec Nicolas Cage, bien sûr. Et on en avait parlé, j'en avais parlé il y a longtemps sur la BDR TV. Et puis, on avait fait des petits upgrades. D'ailleurs, il y avait même un viewers qui complétait les upgrades qui nous a envoyé des photos de lui sur le tournage en tant que figurant. Assez incroyable. Il y a Sofia Boutella. Il n'y a pas de photo, c'est dommage. C'est une actrice française qui est incroyable. Nick Cassavette, Bill Moseley, dont je vous ai parlé à la dernière Entre deux Raven parce que c'est un acteur qui jouait dans la trilogie de Rob Zombie. Puis après il y a plein d'autres acteurs, mais il y en a pas mal, je vais pas tous les citer. Donc voilà, je te laisse. Pourquoi je vais vous faire ça? Je te laisse faire le pitch peut-être du film si tu y arrives. Bien sûr, je vais y arriver, c'est facile. Alors, Prisoner of the Ghostland est un film western post-apo que je définirais comme ça, qui nous raconte l'histoire d'un repris de justice qui est extrait de sa prison de force, plus ou moins, et qui doit remplir une mission pour un mystérieux personnage qui a une certaine influence dans cette espèce de Far West nippon, et qui doit aller faire une mission de sauvetage pour aller sauver une jeune femme. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour le synopsis. Parce que je dois vous dire que cette expérience, il faut savoir que j'ai vu ce film pour me faire pardonner d'avoir emmené Raven voir Uncharted. Les deux mots, western et post-apo. Mais je pense que visuellement, ça peut t'intéresser, ça peut intéresser beaucoup d'entre vous, parce que la photographie est pas mal du tout. La photographie est assez cool. Ouais, elle est assez belle. Et en plus, là, vous voyez une image. Et il faut savoir que moi, 2 semaines auparavant, j'avais vu Demon Slayer saison 2, qui s'appelle Demon Slayer et le quartier des plaisirs, et ça se déroule dans un endroit où c'est un quartier où il y a des geishas. Et du coup, je comprenais la hiérarchie des geishas,
grâce à ce film, grâce à l'anime que j'ai lu, L'anime Demon Slayer. tout est lié. Et du coup, à un moment donné, alors je sais plus si on dit une Oniran, je n'ai Alors, je pas la pourrais prononciation pas te dire, japonaise, pas donc si un jour quelqu'un parle japonais, je m'excuse d'avance, qui est, on va dire, la meilleure femme d'une maison, parce qu'il y a plusieurs maisons hein, dans les quartiers comme ça. Et du coup, je pouvais faire le rapprochement avec ça, donc je comprenais où on était. Et après le film, et ben comment vous dire. Donc en fait, quand on a été voir Uncharted, je lui ai dit, vas-y, si tu veux me montrer ton film de Alors, en plus, Typhon de Sushi. Alors, c'est pas Typhon de Sushi. Mais en plus, moi, j'avais pas dans ma tête, j'allais pas le regarder avec lui vraiment. Hein. Et d'ailleurs, je dis pas Typhon de Sushi tout de suite. Je préfère prévenir. C'est absolument pas un raccourci qui vise à stéréotyper les personnes qui vivent au Japon. C'est parce qu'il a travaillé avec Sushi Typhoon, qui se traduit en français. Qui est un label indépendant qui fait des films. Et en fait, au Japon. Au Japon. Et voilà. Coldfish est issu de ce label-là. Et c'est pour ça que moi, je simplifie systématiquement à lui dire Typhon de Sushi pour faire référence à Sushi Typhoon. C'est ça? C'est ça, oui. Et du coup, je regarde le film. Il faut savoir que Raven aime beaucoup Nicolas Cage. Que moi, c'est pas que je l'aime pas. C'est que je l'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune. Et je trouve que c'est un acteur. Alors, avant de voir ce film. Regardez d'ailleurs. Voilà. Et d'ailleurs. On m'a offert. Alors, je vais mettre en grand. On m'a offert ce livre-là. Sur Nicolas Cage. C'est Lily Blue qui me l'a offert. Je l'ai pas encore lu et je vais le lire. Il aime bien ce film. Alors l'histoire est facile à comprendre. Néanmoins, bonsoir Dark Rosalia. Bonsoir. Néanmoins, c'est un film qui est très métaphorique, je pense. Énormément. Très métaphorique. Peut-être trop. et en fait, l'ouverture du film n'est pas du tout en rapport à ce que vous allez voir par la suite, mais elle est super importante parce qu'elle ancre le personnage et ce qui va représenter pour lui une sorte, pas de dilemme, mais plus d'axe de rédemption. Donc, ouais, elle vous plante un décor. Ça, ouais. Où il y a énormément de plans au ralenti. Il y a pas énormément de flashbacks, mais on va dire tout joue vraiment sur l'image, la présence des acteurs. Et l'histoire, ma foi, j'ai pas voulu faire de commentaires à la fin du film. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas envie d'en dire trop, notamment si tu ne l'as pas vu, Ferinana, ou si d'autres sont intéressés pour le voir. Je ne sais même pas si j'ai le bagage pour avoir un regard critique clair et défini sur ce genre de film. Mais non, mais dans le sens où même, enfin, c'est même pas que j'aurais pas de légitimité à lui donner une note, mais ce serait par rapport à quelque chose de biaisé qui fait que je connais pas du tout son cinéma, que je suis pas du tout coutumier de ce genre de réalisation. Mais la réalisation encore ne m'a pas trop choqué. C'est vraiment ce qu'il a voulu raconter derrière. C'est tout ce qu'il met en place. Et c'est là qu'il y a énormément de personnages qui, même les personnages secondaires, finalement, ne sont pas inintéressants. Non, parce que il y a beaucoup de trucs encore une fois, c'est un film très métaphorique. J'insiste là-dessus. Parce qu'il y a quelque chose hors du temps. Et je pense que c'est fait exprès. Enfin, je pense, ouais, à ce niveau-là de cinéma, c'est clairement voulu. Il y a quelque chose qui est hors du temps et même hors de l'espace. C'est-à-dire que vous voyez une scène, vous entendez tout ce que les personnages en disent, tout ce que les personnages racontent sur une quête qui va être proposée au héros. Et ensuite, vous voyez une autre scène, et c'est assez particulier parce que on sent qu'il y a une certaine déconnexion, tu vois. C'est pas décousu du tout. On sent qu'il y a une certaine déconnexion entre ce qu'on nous raconte et ce qu'on voit à l'écran. Et c'est fait pour nous faire cogiter. Je peux pas parler plus que ça sur le film. Je vais le laisser faire parce que moi je vais m'emmêler les pinceaux. J'ai pas envie de vous perdre, mais je vais laisser Raven nous dire ce qu'il a pensé du film parce que toi, tu connais mieux le cinéma. Salut Dark Rosalia, ça va bien. J'espère que toi aussi. On espère que tu vas bien toi aussi. Donc oui, donc le film n'est pas sorti au cinéma chez nous. Il est sorti direct en VOD et en Blu-ray DVD si vous voulez l'acheter. Et voilà. Donc moi, je suis un fervent défenseur de Sonosiyon parce qu'il faut savoir que dans le milieu du film de genre, Sonosiyon est connu. Il y a deux teams, il y a ceux qui détestent et ceux qui aiment. Et il faut savoir que c'est un cinéma tranchant, je veux dire, Sonosiyon, où en fait c'est vraiment, il fait des trucs jusqu'au boutiste. En fait, il a des idées et il va à fond dans ses idées et il les pousse jusqu'au bout. Oui. Là, son idée, c'est quoi ? Je pense que son idée, c'est d'avoir pris déjà Nicolas Cage. Première déception, il ne fait rien avec Nicolas Cage. Il a pris Nicolas Cage et pour moi, il ne dirige pas. Nicolas Cage fait du Nicolas Cage et c'est dommage d'avoir pris Nicolas Cage sans rien faire avec lui derrière parce que je sais que Nicolas Cage peut être bien utilisé. Dernièrement, le dernier film de Nicolas Cage que j'ai vu, c'est Pig et le réalisateur avait transformé Nicolas Cage. Il l'avait super bien dirigé et c'était excellent. Et là c'est du Nicolas Cage en autopilote. Hein. Pourtant, tu m'avais dit qu'il y a des trucs où il se lâchait quand même. Ah oui, il se lâche, mais en fait, c'est le Nicolas Cage en autopilote qui,
J'ai pas vu les bonus, je sais pas comment s'est passé le tournage, mais je pense que Son Ocean a pris Nicolas Cage et l'a lâché dans son film, c'est tout. Il ne l'a pas dirigé, il n'en a pas fait quelque chose. Je trouve ça dommage. Deuxième chose, c'est aussi avec une actrice, c'est Sofia Boutella, une actrice que j'adore énormément. C'est une actrice, une danseuse cascadeuse française qui a joué dans beaucoup de films américains, Kingsman, le premier Kingsman où elle joue la méchante, et Star Trek Beyond. J'adore cette actrice, et là pareil, il prend une actrice qui sait danser, qui sait se battre, qui sait faire des chorégraphies de ouf, et je pense que dans le film elle doit avoir 3 minutes, 5 minutes à tout casser de chorégraphie. C'est dommage, donc c'est une bonne actrice, donc on voit dans le film, mais encore je trouve que c'est un gâchis. Après, comme il dit, la photographie, la réalisation est super cool. Il y a des trucs barrés quand même. C'est des trucs barrés. Il y a il y a trois endroits dans le film. Donc la ville où ça démarre, donc qu'il appelle Samurai Town. Hein, Ah oui, c'est vrai. tout simplement. Et là où en fait, pourquoi western? Parce que dans cette ville Samurai Town, donc il y a des samouraïs et des cowboys. Donc là, ils se moquent en fait du passif américain avec les cowboys et du passif japonais avec les samouraïs, parce qu'il aime ça, et surtout il aime se moquer du Japon. Et c'est pour ça qu'au Japon il n'est pas très apprécié, à vrai dire. D'accord. Et je pense que faire une ville aussi comment dire caricaturale, et de l'appeler Samurai Town et foutre des cowboys dedans qui sont en relation avec les samouraïs, c'est fait exprès juste pour se moquer de ça. Alors c'est un peu gros, moi ça m'a fait rire à vrai dire. Et on a Ghostland, donc qui est dans le titre, que je trouve c'est un des plus beaux décors du film. Par contre, les décors, il est incroyable. Les décors, il y a du taf. Hein. Il est Il y incroyable. a du taf. Il est super bien bossé, il y a des détails partout, il y a des trucs partout, il y a des acteurs partout, Il y a des comportements qu'ont les figurants. C'est ouf. Il a construit un truc là-dessus. C'est dingue. On peut pas lui reprocher de Et pas avoir après, fait du travail. Pour rejoindre ces deux trucs, il y a un truc au milieu qui est pauvre. Mais alors je pense que c'est fait exprès, mais c'est pauvre, et moi ça m'a sorti du film. Je fais mais pourquoi? Il nous montre en fait deux endroits avec des décors incroyables et différents, magnifiques et super et en plus, fournis. Les deux s'opposent. Et les deux s'opposent. Alors moi j'ai fait un peu la relation entre Enfer et Paradis, mais encore une fois c'est un truc comme tu dis métaphorique où il faudra encore aller chercher plus loin, parce que ça va plus loin que Enfer au Paradis, mal et bien et tout ça. C'est un truc encore plus, dans sa tête ça doit être complètement fucked up. Et le milieu qui rejoint tout ça, c'est genre comme nous on sort de chez nous et on filme les champs ou les chemins, tu vois. Je me dis mais pourquoi enfin bref, et ça m'a sorti du film malheureusement. Bon, après il y a un gag, le truc avec le vélo, je n'ai pas saisi pourquoi. Moi j'ai trouvé ça assez marrant. C'est drôle et complètement décalé, mais je n'ai pas saisi pourquoi. Ouais, je te suggérerais Ferinana, éventuellement s'il n'est pas fan. Peut-être qu'il peut aimer celui-là, mais regarde-le d'abord. C'est intéressant parce que Son Ocean apporte beaucoup de trucs intéressants. Surtout, il fait référence à ces années Tokyo Gagaga dans Ghostland, et c'est assez cool. Et il faut savoir que Son Ocean fait beaucoup référence à sa vie et à ses projets qu'il a déjà fait. Bon, pareil, là, faut connaître un peu le personnage, mais dans Ghostland, il fait référence à des trucs qu'il avait fait à l'époque dans son mouvement Tokyo Gagaga, et je trouvais ça intéressant. Les personnages, je trouve ça intéressant. Il y a plein de trucs qui sont vraiment intéressants, mais il y a un truc qui va pas dans le film. Je sais pas, j'arrive pas encore à tout. Je pense qu'il faut que je le revoie, mais j'arrive pas à trouver ce qui ne va pas dans le film et qui me dérange. Et en fait, c'est un truc qui me sort du film. Pendant tout le film où j'étais là, ah putain, c'est cool. Et à des moments, je décrochais. Je me dis putain, non, ça va pas. Et je sortais du film. Et je sais pas si c'est le rythme, si c'est le fait qu'il a pas dirigé Nicolas Cage pour en faire quelque chose. Il l'a dirigé, mais on va dire qu'il a pas. Mais c'est un Nicolas Cage lambda en fait. Voilà, et c'est dommage de voir chez Son Ocean, où justement c'était un projet que ceux qui connaissaient Son Ocean et qui aimaient Nicolas Cage attendaient, l'alliance entre ces deux mastodons, on va dire, qui n'est pas pour moi abouti. Mais comme tu dis, dans le fond, il y a des trucs intéressants, dans la réalisation, il y a des trucs intéressants, la photographie est belle, il y a plein de trucs métaphoriques qui sont à creuser, qui sont intéressantes, mais pour moi, c'est pas bien fait. C'est pas abouti, on va dire. Voilà. On va dire qu'on va pas juger, mais de son point de vue à lui, c'est pas abouti. Et selon moi, honnêtement, c'est pas que des fois je me sens désarmé devant certaines œuvres cinématographiques, mais il arrive qu'à des instants,
je suis complètement en dehors du film. Et là, pour le coup, pour ça, j'ai pas envie de le charger, le pauvre Sono Sion, parce que c'est le premier film que je vois de lui. Je m'en veux même pas. Alors, c'était pas prévu que je te montre ce film-là déjà. Ouais, mais c'est vrai que commencer... ça, c'est à cause de Tom Holland. Enfin. Tout ça, c'est à cause de Tom Holland. Mais c'est vrai que commencer Sono Sion par ce film-là, c'est peut-être pas la bonne chose. Ouais. Voilà. Donc, si on devait lui mettre... Enfin, est-ce que je peux vraiment le noter? Bah, je pense que oui, t'es légitime. T'es un spectateur comme un autre. Je vais lui mettre 2 sur 5. Mais c'est vraiment un 2 sur 5, parce qu'on note sur 5, hein, pour ceux qui découvrent tout de suite les débris films, on note sur 5, et d'ailleurs il n'y a pas de demi-notes, donc c'est des notes en pleine entière. Moi je veux pas lui mettre la moyenne, mais c'est uniquement personnel. C'est-à-dire je peux même pas dire que le film, tu vois, à un moment donné, ça pêche pas. Je sais pas où ça pêche pas. En tous les cas, j'ai pas assez d'ancrage dans ce genre de cinéma ou dans ce type de cinéma qu'il propose pour savoir ce qui fait de bien ou pas bien, et je pense que c'est un personnage... Sono Sion, avec tout ce que tu m'as raconté, le livre que tu m'as montré, son autobiographie qui avait été rédigé par un journaliste français qui l'avait suivi, tout ce que tu m'en dis, je pense que pour être vraiment complètement legit, justement pour exprimer son avis sur le film, il faut connaître son travail et son cinéma, et moi c'est la première fois que je le découvre, donc c'est vraiment le regard que j'en ai aujourd'hui, c'est pas un regard neutre, et pire encore, c'est un regard qui se nourrit d'un cinéma qui n'a rien à voir avec le sien, donc mon 2, je dirais pas qu'il est pas légitime, mais il est représentatif de ce que peut-être un profane qui ne connaît pas Sono Sion pourrait émettre comme opinion pour peu qu'il s'intéresse un peu au cinéma, sans être pourtant une référence en ce qui me concerne. C'est vraiment le seul avis que moi je donne, mais je ne suis pas du tout un pionnier. Je vais laisser Raven donner sa note. Ça sera 3. Voilà. Et pour une fois que c'est lui qui note moins sévèrement que moi, 3 sur 5. 3 sur 5. Il a quand même la moyenne. Il a la moyenne parce que je suis quand même content d'avoir vu ce projet-là. Je suis toujours content de voir Nicolas Cage, même si c'est un Nicolas Cage de base. J'adore Nicolas Cage. On voit que sur ce film il se fait kiffer, ça se voit. On voit que Sofia Boutella se fait kiffer aussi. On voit que sur certains moments Sono Sion se fait kiffer, surtout à des moments de réalisation qui sont super cool, et puis plein de petits moments d'humour qui sont intéressants. Pour moi c'est un comment dire, un projet manqué. Ça aurait pu être 1000 fois mieux avec tous ces acteurs, toutes ces personnalités fortes réunies dans un même film. Pour moi, c'est un projet manqué. C'est dommage. J'aurais aimé voir plus. Peut-être que j'avais trop d'attentes. Mais c'était intéressant. Mais malheureusement, pour moi, c'est pas un très bon Sono Sion. C'est pas non plus un très bon Nicolas Cage, mais il y a plus mauvais dans les Nicolas Cage, bien sûr, hein. Mais c'est un truc intéressant à voir, à découvrir. Après, ça reste pas un film de ouf. Et là, on peut voir sur cette photo qu'il y a Nicolas Cage. D'un côté, il y a les cowboys, et de l'autre côté, il y a les samouraïs. Il y a plein de petites il y a un vrai travail de réalisation comme ça qui sont intéressantes. Il y a un travail. Moi, le 2, je le mets vraiment. Moi, vraiment, c'est vraiment le fait que émotionnellement, j'ai pas été pris dedans. Et ça joue énormément dans le fait que je donne une note au film. Mais au niveau de la réal, de la mise en scène, il n'a le leçon à recevoir, en tous les cas, pas de nous. Et on vous rappelle que si on vous donne notre avis est complètement subjectif. Il n'est pas objectif. Et qu'il vous appartient à vous de vous faire le vôtre, parce que c'est votre note qui compte avant toute chose. Nous, on donne un indicateur par rapport à nos émotions et notre histoire. Et de toute façon, moi, c'est un film que je reverrai parce que il y a plein de trucs dedans où peut-être je suis passé à côté et qu'il va peut-être falloir que je me fasse un deuxième avis. Ferinana nous dira ce qu'elle en a pensé. Et oui. Ce serait cool. Mais vous tous. Alors, je conseille peut-être pas à tout le monde, si vous ne connaissez pas le cinéma de Sono Sion ou si vous n'êtes pas adepte du cinéma asiatique ou du cinéma de Nicolas Cage tout simplement, c'est peut-être pas un film fait pour vous parce que c'est un film étrange, décalé, qui n'est pas à mettre devant tous les yeux. Et on va passer du coup, après cette petite analyse critique cinématographique, au film numéro 2 qui est... J'ai oublié comment il s'appelait. Blacklight, c'est devant toi. Blacklight, ah oui, effectivement, oui. Alors, il faut savoir, si c'est votre première fois sur les débris films de la BDR TV, que Ravan et moi, on a une passion sans fin pour l'acteur Liam Neeson. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il joue, on va le voir, parce que à chaque fois, on se rend compte que dans les films que joue Liam Neeson, on a tué un membre de sa famille. Si c'est sa femme, c'est bien. Si c'est sa fille, c'est aussi bien. Alors, c'est un gimmick qui nous fait rire à nous, mais qui, pour lui, ne doit pas le faire rire parce qu'il a réellement perdu sa femme. Et nous, en fait, ça partait d'un délire au cinéma où quand on le voyait, on a relevé, on se dit purée, mais à chaque fois qu'il y a un scénario, il y a une galère avec sa famille. Je pense que t'as raison qu'il cherche ce genre de scénario. Oui, et du coup, dès qu'il y a un film de Liam, c'est vraiment un acteur pour lequel on a une grande affection. Et quand il m'a montré et qu'il a diffusé avec la BDR sur Twitter qu'il y avait un film de Liam Neeson, c'était banco, on allait voir un film de Liam Neeson. Au cinéma en plus. Et on a été voir un film de Liam Neeson au cinéma. Parce que Blacklight.
Je pense que oui. Oui, je pense On en a parlé à la dernière BDR, clairement. et on pense qu'effectivement, parce que c'est quelque chose qui l'a énormément traumatisé. Et il faut savoir qu'il le dit lui-même, en fait, c'est Liam Neeson, depuis la mort de sa femme, a tourné énormément de films, et on peut le voir, vous pouvez le voir dans sa filmographie, dans les plateformes et tout, il y a énormément de films de Liam Neeson qui sortent, parce qu'en fait, le mec ne s'arrête pas de bosser. Depuis la mort de sa femme, il enchaîne les films, il enchaîne. Et il faut savoir que nous, on n'était pas au courant de ça, Oui. et que nous, on l'a appris rigolait, dernièrement. parce qu'on se disait, bah purée, les réalisateurs, en fait, ils se disent, ah bah là, on va kidnapper une femme, on va kidnapper ça. une fille, il nous Il y a faut le toujours un truc papa, avec sa famille. il nous faut une mari, hop, Liam Neeson, tu vois. Et donc, nous, systématiquement, nous, de base, ça part sur une blague qu'on a laissé traîner super longtemps. Hein. Oui, C'est-à-dire parce que qu'on nous, s'est pas renseigné, tout simplement. nous, ça nous faisait rire, et c'est pour ça que sur un de nos courts-métrages, vous le voyez, et Oui. à ce moment-là, on le sait pas non plus. Mais nous, on était vraiment contents, même Ra's al Ghul, dans Ouais. Batman, il s'est fait exterminer tout son clan. Alors, je crois que Ra's al Ghul Batman et Taken, c'est arrivé avant que sa femme. D'accord. meure. Mais sa femme est morte d'une maladie, donc je pense que. Donc oui. Elle avait une maladie qu'elle Il traînait. doit avoir un trauma exorcisé, et C'est honnêtement, il prend toujours, mais quoi qu'il arrive, il ne rigole jamais du rôle Bah, qu'il intègre. C'est ça, et c'est ça Et qui c'est ça qui c'est est pour ça génial. qu'on l'aime en fait. Alors certes, on rigole de ça, mais on l'aime parce qu'en fait, il est toujours bien dans son rôle. Il joue très bien, il est juste et il joue à fond et dans Non, mais c'est pratiquement sûr. tous les films qu'on a vus. hein. Son histoire personnelle rentre forcément en Ouais. corrélation avec son travail d'acteur, et honnêtement, parce que là, nous, quand on a su que c'était la vérité, qu'il me l'a annoncé en live, j'ai dit merde. Tu sais que j'ai un Ouais. peu culpabilisé, j'ai dit putain, nous comme des cons, parce que en fait il y a beaucoup d'acteurs Bah, comme des après- Tom Cruise et compagnie, on après- se dit ouais, il y a des scripts, tu sais, ils sont déjà préenvoyés Oui, pour voilà. des acteurs comme Après, ça. on rigolait du fait que dans les films c'était un running gag, un atout scénaristique qu'il y avait dans chaque film. Mais après, on se moquait pas de Liam Neeson pour ça, parce que justement, Bah non, c'est ce qui nous on a fait respecte Liam Neeson parce qu'on kiffe en fait On tout est- simplement et Liam Neeson. l'air sérieux qu'il a Ouais. me fait penser à mon daron quand il était pas content. Et tu sais que Liam Neeson, quand il a ce regard-là, je range ma chambre. D'ailleurs, en revenant du film, j'ai tout rangé, moi. Hein, j'ai tout rangé. Mais c'est un acteur qu'on aimera longtemps. Je veux le docteur et Iron. Une NFT. Ah, pardon, Ah ouais, à la d'accord. sortie du film Liam Neeson en pleine réflexion sur l'art. Et bonsoir Ancestral. Bonsoir, Ancestral qui oui, a une sa commande. commande aussi. Une commande. On espère que tu vas streamer Je Ancestral. crois que c'est Ancestral qui est un artiste qui est aussi modérateur sur la chaîne de Litena et qui a Incroyable, qui suit les commus, qui est sérieux et qui nous fait plaisir à chaque fois qu'il est Merci présent. beaucoup. Donc en tous les cas, Liam Neeson sort un film. Liam Neeson, sache qu'à chaque fois que tu feras un film, on ira le voir au cinéma en VOD. On Oui. sera, tu es je crois notre acteur Fétiche. fétiche chouchou que lui et moi C'est on a pris d'affection Au à lancement de la BDR TV, on avait fait une petite blague comme quoi Liam Neeson parrainait la BDR TV pour le lancement, Exactement. ouais. Et il faut savoir que cet humour qu'on a vis-à-vis de toi, c'est le film qu'on a vu où Ouais. il était dans le train avec comment l'actrice il qui joue s'appelait dans Oui, The de Conjuring. The Conjuring. Et c'est là où on a The fait le Passenger, lien je avec crois. Taken, voilà, The Passenger. Et là, on est sorti du cinéma, on s'est dit, mais c'est incroyable. Et on ne savait Incroyable. pas, malheureusement, le drame qu'il avait connu dans sa vie. Mais en tous les cas, ce film-là, on va pas le juger là-dessus, parce qu'on va vous parler de Blacklight. Mais avant de vous parler de Blacklight et du synopsis, je vais laisser Raven présenter Bien sûr. les scénaristes, les réalisateurs et les Donc, acteurs qui ont joué dans ce film. réalisé par Mark William Tout. Alors, ça, on en a souvent des Two ou The Third ou trucs comme ça. Il a réalisé Last Call avec GG, Gérard Butler. bien sûr, Lui aussi, on se et moque de lui. The hein. Good Criminal qu'on a débriefé. The Good Criminal. Oui. Je sais plus, c'était quoi. Attends, je vais te montrer, regarde. The Good Criminal, c'est ça. Ah, avec Liam Neeson. Oui, bah bien sûr. Oui, on l'avait vu ce film. On l'a vu au cinéma qui était dispo. Moi, je resterai sur le méchant du film d'avant, Réfé. Réfé. Réfé Le extraordinaire. vétéran sur Le Canal+. vétéran, allez le voir si vous avez Canal+, franchement, allez le voir. Le méchant, l'antagoniste de Liam Neeson, Ouais. il est génial et la fin est surprenante. Et voilà, ouais. Et parce on pense je que vais- c'est la fin du Liam Neeson verse. hein. Ah, il y a moyen. Ah, pour nous, c'est la moyen, fin du ouais. Liam Neeson verse. Et justement, je vais faire référence à ce film-là parce qu'on va parler de ce film-là et je pense que je vais citer ce film-là. D'accord, je t'en prie, Scénarisé par Nick Way et Mark William. Nick May. Nick May, c'est ce que je dis? Ah, j'ai compris Nick Way. Non, Nick May. Pardon. Pardon si j'ai peut-être ébréché le nom. Avec bien sûr Liam Neeson, Aidan Quinn, Taylor John Smith, Amy Rather Lumpman, Claire Van Der Boom, Yellowstone, Andrew Shaw et Zach Lemons. Lemon, ça veut dire citron en anglais. Donc Zach le citron. Bah, écoute. On a bien des gens qui s'appellent Blanc chez nous. hein. C'est vrai. Pourquoi pas, hein. Et du coup, le synopsis, qu'est-ce donc? Liam Neeson est un
Pardonnez-moi si je rigole. C'est parce qu'il y a une scène du film qui reste dans ma tête et qui nous a fait sourire tous les deux. On s'est regardé pendant le film. Liam Neeson campe un agent du FBI qui est une sorte de nettoyeur. Qu'est-ce que c'est qu'un nettoyeur? C'est-à-dire, en fait, il y a des agents du FBI qui sont infiltrés dans des groupes extrémistes, des libertariens, des groupes terroristes ou qui suivent même des politiciens. Ouais. Et dès lors que la mission devient trop dure pour eux, lui en fait, il vient les chercher directement sur le lieu où ils effectuent la mission, il les exfiltre et il les amène dans un endroit où ils sont entre guillemets reformatés, c'est-à-dire un endroit loin de tout, où ils rebossent grosso modo, ils se détachent du rôle qu'ils avaient, parce que c'est des rôles d'infiltration, donc ils doivent, s'ils sont dans un lieu où il y a des racistes, ils doivent le devenir, la drogue, etc. Donc en fait, c'est un lieu où on les met à l'écart et ils sont formatés. Sauf que le film s'ouvre sur le meurtre d'un personnage, ou plutôt d'une personnage, qui défend des idéaux politiques et qui se fait assassiner. Suite à ça, va découler un... Alors, vous allez voir, il y a des choses qu'on va vous dire après sur le film. Suite à ça, il va y avoir des concours de circonstances qui vont placer Liam Neeson, qui a d'ailleurs un trait scénaristique super important, enfin un trait au niveau du script qui est super important dans le film, dans une sorte d'engrenage sombre et obscur, parce que forcément, vous avez une organisation qui a des agents postés partout, mais cette organisation n'est peut-être pas celle que vous pouvez percevoir à l'écran. Il va falloir que ça touche à la politique, tout ça. Et il va falloir que Liam Neeson, du coup, trouve ce qui coince et il va se retrouver en danger. C'est un type de film qui est connu, qui a déjà été vu et revu. Un trope scénaristique assez connu dans le style. Exactement. Ouais. Il y avait eu ça sur Equalizer. Et Ennemi d'État. Voilà. Exactement. Donc, et même John Wick. Et même John Wick. Donc, John Wick dans une autre mesure, parce que c'est pas gouvernemental. C'est ça, mais voilà, dans ces organisations qui nous dirigent, que l'on défend, Spawn, en l'occurrence, le personnage de Hal Simmons, et on se rend compte finalement qu'on fait pas tant le bien que ça. Alors, il faut savoir que le personnage de Liam Neeson, il y a un truc hyper important qu'il a durant le film, c'est des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Et il a un rapport avec sa fille et sa petite fille qu'il aime beaucoup. Et il essaye de faire le maximum dans le film pour pouvoir avoir la garde de sa petite fille, ce qui permettrait à sa fille qui est célibataire de refaire sa vie, etc. En fait, c'est un agent, justement un nettoyeur qui est vieux, et en fait, il était pas souvent là, et il essaye justement d'être plus présent rattraper le temps qu'il a pas eu avec sa famille. Malheureusement, avec l'histoire qui va lui tomber sur le coin du visage, il n'aura pas tant de temps que ça. Et alors, ce film, au niveau de cette histoire de trouble obsessionnel compulsif et de rapport qu'il a avec sa famille, notamment à l'échange qu'il a avec sa fille, c'est des trucs super intéressants. C'est plutôt pas mal d'avoir mis ça dans le film. C'est assez cool, ouais. Et il y a des petits trucs comme ça qui sont assez cool. Ouais. Je trouve, à titre personnel, que c'est mal exploité, ou alors qu'à un moment donné, il abandonne un moment. Le réalisateur laisse tomber le truc. Et alors, l'effet de persuasion dans le film. Alors, on va parler, il y a quand même des raccourcis scénaristiques. Et là, pour le coup, on parle pas du tout de Liam Neeson, on parle vraiment de la réal. Il y a des raccourcis scénaristiques. S'il vous plaît, Hollywood, faites un effort. Parce que ça se sent et ça se ressent que des fois, vous avez une turbo flemme. Clairement. Non, mais c'est pas possible autrement. Si moi, je le vois à l'écran, d'autres le voient à l'écran. Et il y a des moments où, d'ailleurs, cette actrice est très bien. Elle est géniale. Cette actrice est vraiment géniale. On va dire, c'est le personnage secondaire qui échange le plus avec Neeson, qui est une journaliste, qui bien sûr va enquêter, qui va être au centre de l'attention et qui va enquêter bien sûr sur ce qui passe. Et c'est complètement ingrat le fait qu'on la voit, en fait, c'est sporadique le moment où on la voit à l'écran, c'est-à-dire qu'elle est bien présente à un moment donné du film. Après, hop, elle passe un peu à la trappe, on la ressort. Et c'est dommage, parce que je trouve que c'est pas trop exploité. Il est pas homogène, en fait, le film. Non, le film, il est très inégal. Il est très inégal, mais c'est horrible à dire. Nous, on est rentré dans la séance, on a dit pourvu que ça touche à sa famille, et effectivement, ça touche à sa famille. Mais c'est assez subtil, parce que là, il met pas les gros sabots et il laisse planer un doute. Ouais. On n'a pas la réponse à la fin du film, et ça, c'est assez cool, parce que pour le coup, je pense qu'au niveau du manichéisme qu'on connaît lorsqu'on intègre Liam Neeson dans un film de type, c'est plutôt pas mal fait. Et quand on vous parle des forces de persuasion, on peut pas vous le spoil. La fin du film, il y a une scène. La fin est incroyable. Regardez ce film rien que pour la fin. À un moment, je me suis dit, parce que c'est vrai que la fin arrive après une course-poursuite en bagnole. Une scène d'action. Et la fin arrive et je me suis dit, là, c'est fini, là? La fin est un sketch à elle toute seule. C'est incroyable. C'est là où on vous parle de raccourcis scénaristiques. On a l'impression qu'ils ont tout mis, ils ont fait, alors, je sais pas, il dure 1h40. 1h40 le film, oui. Donc il y a 1h30, 1h35 même de film avec la scène d'action et tout ça. Et puis après, les producteurs ont fait, les gars, on fait un film là. Ah bon, on est à court du budget là? Bah ouais. Bon, vas-y, on arrête là alors. C'est dommage. Le méchant, le personnage qui campe le méchant, qui est un bon acteur en plus, il est vraiment, il aurait pu être plus intéressant que ça, bien que vous connaissez. Et alors, vous avez deux méchants qui jouent les gros bras armés du méchant principal, qui sont pas mal. Ils sont
Ils sont incroyables je crois que c'est un métis et un Renoir. Et alors, le Renoir, je crois qu'il c'est un acteur que j'ai déjà vu, mais impossible de remettre le doigt dessus. Ils sont géniaux. Ils sont à fond. Ah non, par contre, ils jouent le rôle. Ils sont top. C'est des très bons acteurs. Et c'est ça qui est cool dans le film, c'est qu'au niveau de l'acting, la journaliste, la petite fille, Liam Neeson, elle était mignonne. T'avais envie de lui dire, bah dis donc. Peut-être le grand méchant qu'on retrouve à la limite, fin. C'est le moins... Lui est un peu moyen, on va dire, dans l'acting, parce que c'est en mode il cabotine un peu, tu vois. Mais sinon, tous les restes, niveau acting, ils sont à fond dans le film, quoi. Les scènes d'action sont pas terrible. Alors voilà, c'est un truc que j'ai envie de dire parce que on regarde beaucoup de films de Liam Neeson. On va lire Ancestral, ne t'inquiète pas. Liam Neeson commence à se faire un peu vieux, hein. Je crois qu'il a plus de 65 ans. Ouais, pas loin de 70. Hein. Pas loin de 70. Il a pratiquement le même âge que Denzel Washington, je crois. Et il commence à se faire vieux, c'est normal. Hein. Et de tous les films qu'on a vus, c'est, moi, pour ma part, l'un des premiers films où on ressent que Liam Neeson est fatigué, ou a du mal à faire les scènes d'action. Il y a des scènes où il court, où on se dit... il y a une scène où il court, il rattrape un méchant, où on se dit c'est impossible. Ce n'est impossible que cet homme-là puisse rattraper le méchant. Parce que vu comment il court, c'est à la limite presque le running gag avec Steven Seagal quand il court, quoi. Vraiment. Et là, je vous ai montré cette photo parce qu'il y a des moments de combat aussi. Alors c'est peut-être aussi la réalisation qui fait ça, où on voit que il aura 70 ans en juin. Merci pour la confirmation. Merci beaucoup. Ancestral qui rêverait de voir Paul Prébois. J'espère que je prononce bien. Comme antagoniste dans un des films de Liam Neeson. On regardera juste après. On va regarder, ouais. Et on voit en fait dans des scènes de combat que Liam Neeson a du mal en fait. On voit qu'il est vieux et qu'il a du mal à donner des coups, à faire les enchaînements, et ça se ressent dans la réalisation. Et même quand il court ou quand il y a des scènes d'action où il doit être physique, ça se ressent. On se dit ah putain, là il commence à être un peu fatigué, un peu à la manière de Clint Eastwood dans ses films. Et c'est la première fois que je ressens ça dans un film. Je rigole à la remarque de Tekken en EHPAD, ouais, bah, c'est son infirmière presque ça. Mais nous, on va voir quand même la trilogie Taken, parce qu'elle est disponible sur Disney+. Je l'ai jamais vu. Et je l'ai jamais vu non plus. Et je pense que beaucoup de gens l'ont comme référence, ce film, et on a envie de le voir. Et honnêtement, j'ai pas envie de faire un mauvais procès à ce film, parce que tu sens qu'il y a quand même de la bonne volonté de la part du réal. Il y a des trucs cool les acteurs et les actrices, parce qu'on va vraiment parler de la journaliste. La journaliste, elle est géniale. Et en plus, à l'écran, elle habite bien son personnage. Ouais, et tous pratiquement. C'est ça qui est fou. Mais la journaliste, pour moi, elle était pas du tout, tu vois, accessoire. Et c'est dommage. Au début, t'as l'impression qu'elle est accessoire, mais le scénario est plutôt intéressant de ce côté-là. Et après, tu découvres que non, elle est au centre de l'affaire et c'est plutôt bien amené, je trouve. Non, mais il y a des trucs, mais vraiment les raccourcis scénaristiques. On en parle depuis 2 ou 3 débriefings. Ouais, arrêtez les gars. Là, ça se voit beaucoup, les gars. Bon, le film d'après, on va pas trop en parler parce qu'il y en a pas tant que ça des raccourcis scénaristiques. Il y en a un tout petit peu et c'est léger. C'est pas des raccourcis, c'est juste des faiblesses d'écriture. Non, bref, on va parler du film d'après qui est The Batman. Mais celui-là, on peut d'ores et déjà lui attribuer une note. Ouais, alors. C'est compliqué parce qu'il y a le côté affection. Bah oui, mais moi, c'est l'affection qui va lui mettre une note. Hein. Ouais, c'est ça, moi aussi. Mais ça me dérange pas, j'assume complètement le fait de. Ouais, je pense que ça va être ça. 3. Moi, j'hésite en fait entre 3 et 4. Purée, tu serais plus gentil que moi sur ce début. Mais en fait, là, ça va être la limite. C'est vraiment que. Voilà, là, il rigole pas, attention. C'est vraiment que. On a plein de films de Liam Neeson, mais là, en fait, c'est le film charnière. C'est que là, est-ce que Liam Neeson va continuer sur ce style de film et ça va être dommage et triste, ou est-ce qu'il va essayer de se renouveler comme il essaye un peu de se renouveler dans Ice Road ou dans Ice Road, c'était génial. Sang Froid. D'ailleurs, il faut savoir que dans le générique de la saison 2, le passage qu'il y a avec Liam Neeson vient de Ice Road, de la saison 3. D'accord. Ouais, tu l'as mis, ça vient de Ice Road. D'accord. Okay. Donc en fait, limite, le générique teasait un truc qu'on allait faire alors qu'on savait pas qu'on allait le faire. Incroyable. Extraordinaire. On est des artistes, on n'arrête pas de vous le dire. Il essaye des trucs sur certains films qu'on a vus qui sont intéressants. Ah non, par contre, moi j'ai quasiment pas à me plaindre des films. Là, à partir de celui-là, je trouve qu'il y a beaucoup trop de faiblesses et puis. Comme beaucoup l'ont dit, nous on l'a pas vu, mais apparemment c'est un truc qui surfe sur le délire Tekken, tu vois. Donc j'ai peur qu'il soit parti sur cette lancée-là et que les prochains films soient un peu du même acabit. J'espère pas.
Il est très bon dans les J'espère films pas. de Nolan en tant que Ra's al Ghul. Ah, mais c'est un très bon acteur. C'est un excellent très bon acteur. Il a joué dans la liste de Schindler de Spielberg. Ah, quoi. non, c'est un très bon acteur. bon acteur. Mais là, c'est vrai qu'il s'enferme dans un truc où j'espère qu'il va pas continuer. Dans le vétéran, il y avait des trucs qui étaient intéressants. Et c'est ça, en fait, dans le vétéran, il y avait des trucs qui étaient intéressants. Et on disait, ouais, c'est un petit peu lambda. Pareil, il y avait des trucs raccourcis scénaristiques et tout ça. Mais il y a des trucs vraiment intéressants. Ah, le méchant. Et vraiment bien pensés. Le méchant, réfait, la scène de fin, plein de petits trucs. Voyez le vétéran, ça, tu vois. honnêtement. Pour les games, franchement, Ouais. les notes qu'on vous donne, ça reste du subjectif et il vous appartiendra encore une fois à vous de faire votre propre opinion parce qu'elle ne sera jamais plus valable que la vôtre avant toute C'est chose. ça, bien sûr. Mais honnêtement, le vétéran, rien que Et pour le le vétéran, méchant et Liam Neeson ensemble et la fin. Et des idées comme ça, comme la fin, Voilà, qui tu sont vois. vraiment intéressantes. Et là, dans Blacklight, on les retrouve pas, en fait. On retrouve pas ces petites idées-là qui fait que le film peut sortir du lot. Pour moi, ça reste un film d'action un peu lambda, mais il y a Liam Neeson qui est plutôt investi dedans, il y a Tout des le temps. rôles investis. Le Les scénario est faiblard, mais bon. Les acteurs sont bons. Les acteurs sont bons. Et moi, je lui mets la note de 3 sur 5. Je pense que je vais être comme toi, 3 sur 3 5. sur 5 des deux côtés. Si vous aimez Liam Neeson et que vous voulez revoir un film avec Liam Neeson, vous pouvez y aller, même s'il y a effectivement quelques faiblesses au niveau du scénario et une fin très vite expédiée. C'est ça. Et j'espère Ce qui est qu'on bien va dommage. avoir le revival de Liam Neeson prochainement. On l'espère tous. On l'espère tous. Et maintenant, le grand Attention. moment. Parce que vous êtes venus sur le stream et vous attendez ni plus ni moins qu'on débriefe film. Le film événement qui a The fait film. trembler Twitter 4 jours durant, où Et vous la avez pu presse voir aussi. en tout tweet et la presse qui a été dithyrambique sur... Je t'invite à mettre l'affiche. Avec The- la fiche que j'ai pas préparée, excuse-moi. Ah, Excuse-moi, il m'a trollé. excuse-moi. Il m'a trollé. Ah, c'est terrible. Il m'a trollé. Je suis désolé. Ah, fort, tu la rajoutes. The Batman de Matt Reeves. Mais je Matt vais laisser Reeves. Ravana. Si vous l'avez vu sur le chat et que vous voulez échanger avec nous, bien évidemment que nous sommes complètement Allez-y, ouverts. oui. Comme les autres films, il n'y aura pas de spoil sur l'intrigue. Parce que ce On serait va dommage. essayer, je pense que Non, on y arrivera. franchement on va rien spoiler que On va parler la mise en bande-annonce scène. montre déjà. Hein. On connaît le personnage de Batman, nous, comme vous tous d'ailleurs, et vous toutes, hein, on le connaît Oui, je pense. par le biais des dessins animés ou des bandes dessinées, avant même Des de les voir, films qui des sont films de déjà Tim sortis. Burton. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va mettre en corrélation pour pouvoir étayer notre propos. Mais je vais d'abord, avant toute chose, laisser Raven vous présenter Voilà. le casting Le casting. du film ainsi Donc, que la réal. Matt Reeves, alors je vais vous montrer ce qu'il a fait parce que je m'en souviens pas. Je sais qu'il a fait. C'est où La planète des singes, l'affrontement. Et la planète des singes, suprématie. Il a fait suprématie, je crois que c'était les origines. Bah tu vois, je me suis complètement gouré. Je croyais que c'était les origines. Mais il a fait les deux derniers planètes des singes. 2008, Et 2008 Cloverfield. Cloverfield, bien sûr. Mais je croyais que tu me parlais de la planète des singes. Et Cloverfield, donc le film produit par J.J. Abrams. Il avait même fait un concours pour participer, et qu'il avait rencontré J.J. Abrams dans sa jeunesse et il lui avait envoyé un court-métrage. Ah putain, il sort des super anecdotes, vite. c'est incroyable. Parce que beaucoup de gens, parce que j'ai Incroyable. regardé, parce que moi ce film m'a beaucoup interpellé. Oui, parce que j'étais assez énervé vis-à-vis de Twitter pendant 3 jours. Alors moi, ça va. Non mais dans le sens, on va en parler. Hein. Donc scénarisé par Matt Reeves et Peter Craig. Alors il faut savoir pour le scénario qu'apparemment le scénario, le film de base The Batman, c'était un film qui devait faire écho au Batman de Zack Snyder, où en fait Ben Affleck devait réaliser Batman, parce que c'est Ben Affleck qui jouait Batman dans la Justice League et tout ça, et Ben Affleck devait réaliser et écrire The Batman. Après il y a eu tout ce qu'il y a eu, le Covid machin, et puis le problème avec Justice League, tout ça. Au final, il l'a pas eu, mais il y avait un scénario, et on ne sait pas, en fait, si il reste des bribes du scénario de Ben Affleck avait fait sur ce film-là. Je ne pense pas, à vrai dire, mais bon. Alors oui, c'est celui avec Robert Pattinson. Oui. Ancestral vient de te répondre et le film sponsor par Maître Gims. Pardon Batman et hashtag j'ai honte. Ah bon? Batman et Bella. Je savais pas. Alors, je crois que c'est une vanne, mais je sais pas. Ah, souvent et en fait, il est trop technique pour nous Ancestral. Si c'est une vanne. Batman et Bella. Bah si c'est celui-là. Ah, je vais même si, pas aller Twilight. le voir, j'ai Ah Ah, les techniques. Ah purée, t'as été plus vif que moi. Ah, je veux même pas aller le voir et j'ai mes raisons. Ok, pas de souci. Et nous, on va t'expliquer, mais avant ça, il faut qu'il finisse. Donc, c'est faut avec. que tu parles du directeur de la photographie aussi. Ouais. Il joue, chier. il joue énormément dedans. Oui, bien sûr. Peter Jackson. Non, parce que je voyais Peter Sarsgaard, mais non. Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dino, magnifique Paul Dino, Jeffrey Wright, John Turturro, magnifique John Turturro, Colin Farrell, Jamie Leeson, Andy Serkis, et plein d'autres. Alors, où est Alors, Michael Giacchino à la musique qui est incroyable. Équipe technique, alors... Greg Fraser, Greg Fraser, Greg, qui a travaillé sur Dune.
Ah, d'accord. Il a travaillé sur Dune et je sais Rien plus à sur voir quel avec autre Dune, film. par contre. Hein. Ah non, rien à voir, mais pour Non, mais même niveau photographie. Ah non, mais ça montre son panel et son travail en tant que. Bah, je préfère son travail là-dessus que sur Dune, hein, personnellement. Bon, enfin, c'est j'ai que pas vu subjectif. Juste que Babson, il a rien à foutre dans le costume de Batman. Et ben, on va en discuter. Parce que là, vrai débat. Alors, si tu viens d'arriver sur le stream et que par le plus grand des hasards, tu ne sais pas qui est Batman. Mais qui est Batman? Mais qui est Batman? Batman est quelqu'un qui a vécu un trauma étant petit puisqu'il a vu ses parents mourir dans une ville qui est en proie au crime et qui a décidé un jour de pouvoir venger la mort de ses parents en se déguisant en super-héros en chauve-souris. Et il est campé, attention je vais révéler l'identité de Batman, j'espère que vous êtes prêts, par Bruce Wayne. Ce film-là part d'une histoire, d'un thriller en fait, d'une histoire de meurtre qui sont perpétrés par un des grands méchants. Je pense que je peux le dire mais je vais me taire. Enfin, bref. Pour moi, c'est spoilé par les affiches, mais bon. Ouais. Il y a un des grands méchants iconiques de Batman qui, bien sûr, dans ce film-là, mène la vie dure à Gotham City plus largement et ensuite à notre super-héros. Et... Alors, si, on a 36 des méchants chez Batman, mais... Ah si, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Énormément, oui. énormément ne sont d'ailleurs pas traités au cinéma. Et c'est dommage. Et c'est dur aussi. Solomon Grundy. Oui, Solomon Grundy. Mais c'est très dur, lui, de le mettre au cinéma. Et c'est très dur bon. de faire une histoire. Parce que justement, on va parler... Cohérente avec on va parler de la réalisation de Matt Reeves. Parce qu'il a choisi cette réal. Et à mon humble avis, je pense qu'il a choisi cette réal. Et qu'il a choisi cette mise en scène. Parce qu'il avait la possibilité de le faire avec... Ah oui, des grands méchants. C'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Les méchants éponymes de Batman. Ceux qu'on retrouve souvent dans les dessins animés. Ouais, mais je pense que nous, on connaît trop Batman, parce que pour moi, il y a énormément de grands méchants chez Ouais, mais Batman, tu vois, dans les dessins animés, il y en avait qui revenaient plus souvent que d'autres. C'est dit, il y en a un dans le dessin animé. Je me rappelle, Oui, du dessin animé. Mais il y a même celui qui vient, en fait, qui était maton à Arkham, et qui trouve que Batman n'est pas assez justicier, mais celui-là, on le voit que dans un épisode. Oui, alors que le Joker, tu le verras dans plein d'épisodes, tu vois, il y a des méchants, on va dire, qui reviennent plus souvent. Après, il y a le Joker, il y a Bane, il y a Double Face, voilà, ces méchants-là, tu vois, ils sont beaucoup plus recyclés. Et alors, faut savoir que, là c'est le baby Batman puisque Batman ça fait que 2 ans. Ouais, Batman est tout fraîchement Bruce Wayne est tout fraîchement Batman et Gotham City que vous avez pu apercevoir aussi dans The Joker est une ville qui est vivante, est une ville qui est malheureusement en proie au trafic de drogue, à la pègre et à tout ce qui est corruption politique, etc. Et il y a donc un antagoniste qui fait justice et qui fait un peu trop parler de lui. Et c'est là on voit du coup Batman qui doit arriver, résoudre ce mystère. C'est pas mal celle-là, résoudre ce mystère et essayer de trouver qui est responsable des méfaits qui sont produits à Gotham et qui font parler à la presse. Et essayer de voir un peu où sa quête pour devenir le Batman qu'on connaîtra plus tard, d'où elle part. Vrai, avec Christopher Nolan, vous aviez eu un Batman Begins où on expliquait vraiment les origines. C'était pas très bien, mais c'est mon avis. Vas-y, on parle pas de ça, on passe à autre chose, on va pas lancer le débat. Et dans celui-là, Matt Reeves, alors il y a un travail qui est fait par Greg Fraser, mais pas que, parce que je veux aussi parler de Catwoman, Zoe Kravitz, elle est très bien dans ce rôle. Et vraiment très bien. Pour moi, pas assez bien traité, mais l'actrice est géniale. L'actrice est géniale. Moi, j'adore Zoe Kravitz de toute façon. Moi, j'ai découvert avec ce film-là. Et on a entendu sur Twitter et sur les réseaux. Alors déjà avant que le film sorte. Petit message à tous ceux qui sur Twitter que vous lirez, qui s'amusent à comparer le MCU et le DCU. Déjà, c'est absolument pas pareil. Les deux ne défendent pas la même manière qu'on a de voir des films au cinéma. Donc tous ceux qui font des concours, à savoir qui a le meilleur film, ça ne marche pas parce que les deux ne marchent pas du tout sur le même registre. Et surtout pour The Batman, je pense qu'il y a un des héros les plus atypiques de DC dans les héros les plus populaires qu'ils ont, parce qu'ils ont plein de héros atypiques, mais on va dire que celui-là c'est le plus célèbre, le plus connu, le plus emblématique, le plus particulier, le plus sombre. Donc tu peux pas comparer The Batman avec Spider-Man No Way Home qui est sorti 2 mois auparavant, que ce soit mieux ou pas. En fait, on peut pas quantifier de la même manière, on peut pas. Donc déjà tous les gens qui sont là, qui parlent de masterclass et qui parlent de surclasser les autres films, eh ben non, parce que lorsque Nolan réalise son film de Batman, il a une vision de ce personnage, il a déjà vis-à-vis de il y a énormément de choses qui jouent pour les super-héros. Vous avez l'acteur, vous avez le réalisateur et la manière dont on va écrire le rôle pour l'acteur. Est-ce que l'acteur va en faire? Est-ce qu'on veut montrer à l'écran de The Batman? C'est hyper important ça, et on sent bien que Matt Reeves avait son envie à lui de réaliser ce film-là avec la vision qu'il avait du super-héros et Nolan la sienne. À mon sens, The Dark Knight avec Christopher Nolan avec Heath Ledger et Christian Bale reste un des meilleurs, si ce n'est pour le moment le meilleur Batman que j'ai vu au cinéma
en comptant celui-ci. Très honnêtement, moi qui adore Batman, j'ai préféré la trilogie de Nolan, et pour moi, il n'y a rien qui pourra remplacer ça, car pour moi, Christian Bale reste the best Batman pour moi. Mais oui, alors ça, t'as tout à fait raison. Personnellement, moi, c'est mon avis, je trouve que Christian Bale ne va pas dans Batman, mais c'est un très bon Bruce Wayne. Alors, beaucoup de gens le différencient de Bruce Wayne et de Batman. Et moi, du coup, je ne peux pas opposer ces trilogies. Parce que je sais que c'est des choses. Ça n'a pas grand chose à voir. En fait, c'est des choses différentes qu'on nous propose. C'est deux visions, comme t'as dit. Ouais. Robert Pattinson, qu'on avait découvert, enfin moi que j'avais vraiment découvert dans Tenet. Tenet, c'est comment dire? C'était le film où je me suis dit, mais il sait jouer autre chose que Cédric Diggory. Moi, Robert Pattinson, je le suis depuis. J'ai jamais vu Twilight. J'ai vu Twilight 1 au cinéma, j'ai détesté. Et il y avait juste une scène où en fait il arrive à lire dans les pensées et à un moment il regarde un gros mec barbu et en fait il lit dans les pensées des gens et quand il arrive au gros mec barbu il fait lui il pense à des chats, tu vois. Ça m'avait fait rire. C'est tout ce que je me souviens de Twilight. Hein. Après je m'en fous, mais Robert Pattinson je l'avais suivi après et je trouve qu'après il y a des films comme Cosmopolitan ou The Lighthouse dernièrement où il est complètement fou. Mais est-ce que tu te rappelles de le film avec le film sur Netflix avec Adam Sandler qui court après une gemme. Oui. Comme Uncut Gem. Et ben ces réalisateurs-là, ils ont fait un film qui s'appelle Good Time avec Robert Pattinson et Robert Pattinson est incroyable dedans. Non mais c'est un très très bon acteur et même en tant que Batman, ça se défend plutôt bien puisque Matt Reeves, dès lors qu'il vous présentera son personnage, il faut savoir que vous avez une scène d'introduction que lui n'a pas trop aimé, je crois. Il y a juste en fait il y a sans trop en dévoiler. Hein. Ouais, en fait, non, elle est plutôt pas mal, mais en fait, la scène est très bien réalisée, parce que la réalisation du film est incroyable. La réalisation du film, il n'y a rien à dire. Mais en fait, elle est gâchée par plein de petits bouts qui fait que ça désamorce le suspense, la surprise, et après, il y a une musique qui est calée dessus, qui, je trouve, est très mal collée, en fait. Alors, la musique, moi, j'ai pas été spécialement fan. On l'entend dans le trailer. Quand vous parlez de la photographie, parce que la photographie joue beaucoup sur l'obscurité, il y a quelque chose dans la voix off, parce qu'il y a une voix off qui vous raconte quelque chose, et la scène d'introduction, sur moi, elle a clairement marché. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Merci. Is no following. Donc quelqu'un vient, Minotop vient de Minotop, mais non, Minotop qui a fait la course de billes avec moi sur le stream de Nitena. Ouh, bah, super. Extraordinaire. Et donc, alors, là, je suis d'accord avec Ferinana, je trouve que la voix off, justement, désamorce cette scène-là et la nique un peu. Et je suis pas d'accord. Parce que moi, si. Moi, il y a eu quelque chose. Alors, c'est le début du film. En fait, il filme, alors c'est une putain de bonne idée. Pas tout, mais c'est le début du film. Il filme, en fait, des coins noirs. En fait, des ruelles noires et tout ça, où il se passe des trucs. Et en fait, il vous fait l'attente du fait que Batman, en fait, ça fait 2 ans, donc les gens le connaissent. Donc, Batman peut arriver des coins noirs. Et en fait, on a peur des coins noirs parce que Batman peut arriver de là. Et en fait, il nous fait monter la tension comme ça tout le long de la scène d'intro pour arriver à une scène qui est assez stylée. Mais pour moi, la scène est désamorcée. Alors, j'appelle ça l'effet texan parce que la voix off surexplique ce qu'on nous montre avec l'image. Alors, ça, je vais revenir sur l'effet texan. L'effet texan, faut savoir que c'est des films, enfin, c'est des trucs. On nous explique tout. On nous explique tout. Alors, il y a Minotop, merci. Ben oui, Minotop, merci d'être parmi nous. Ça nous fait énormément plaisir que tu aies rejoint les casseurs de réalité. Mais le début, je l'ai pas vu plus que la fin du film, moi. Alors, attends, mais je spoil pas trop. C'est juste l'effet qu'il a voulu faire qui est intéressant. Non, tu peux parler d'Acrosalia parce que justement, on n'est pas là, on veut pas enflammer le débat parce que c'est pas un débat qui mérite d'être enflammé. Je pense que c'est un film qu'on peut regarder comme tous les autres films et avoir un débat posé dessus. Et si tu n'es pas d'accord et que t'as pas envie de le voir, c'est aussi ton droit oui, parce que sûr, nous on sera pas du tout dans l'attaque en disant mais vous vous rendez pas compte, vous passerez à côté de. En fait, ce film fait quand on voit les propositions qu'on a malheureusement en salle depuis quelques temps. Ce film ressort du lot parce que vous avez comme on a déjà dit, oui. Parce que vous avez vraiment un réalisateur qui a bossé, alors pour le coup avec une maîtrise, la directeur de la photographie et des acteurs actrices. Bon, il y a vraiment, il y a un vrai travail derrière. Ce serait de la mauvaise foi de dire qu'il n'y en a pas un. Mais le problème dans le film n'est pas sa réalisation, sa photographie ou sa mise en scène. En fait, c'est pas. Pour moi, le problème n'est pas là parce que de ce côté-là, je pense que le film est pratiquement impeccable et presque irréprochable. Peut-être sa longueur. Alors, la longueur, parlons-en. Le problème de The Batman, et ça j'ai eu l'impression dans le film, c'est-à-dire que des fois, malheureusement, Robert Pattinson, il l'a mis dans une certaine posture que je vais pas vous dévoiler. Cette posture-là, elle est intéressante et importante parce que ce sera le point d'ancrage peut-être d'une nouvelle trilogie, et à mon avis, vu les chiffres qu'il fait, il y aura certainement, en tous les cas, un deuxième opus qui sortira. L'interaction avec Zoé Kravitz, on va faire quand même une dédicace parce que tous les rôles secondaires, ils sont extraordinairement bien habités. Que ce soit le commissaire Gordon, oui. Falconet. Le pingouin. Le pingouin. Il y a pas de blague dans le film.
Il y en a un petit peu. Mais j'ai énormément aimé parce que c'est un Donald. rythme différent et l'approche est autre que ce qui a été proposé auparavant. Tout à fait. C'est un film qui se veut plus dans le délire du détective, du Oui, thriller. parce que Batman, en fait, est le meilleur détective du monde. Hein. Ah, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est reconnu, c'est-à-dire que quand les gens font des crimes à Gotham City, puisque c'est la ville du crime, Batman est en fait là pour juguler tout ça. Et c'est là où je pense que le film risque, ouais, enfin un Batman détective. Bah, je sais pas personnellement, moi, je trouve pas que ça soit le meilleur détective du monde avec ce film-là, hein, parce que avec les énigmes qu'il y a dedans, c'est ça que je trouvais faiblesse Alors, scénaristique. nous, on l'a vu en c'est VO. vraiment des énigmes de 6ème. Hein. Non, bah tu vois, et bah là je suis pas d'accord avec lui parce que moi je l'ai vu en VO et je peux vous garantir qu'en VO, j'ai vraiment galéré. Bah, il y a juste le truc espagnol, quoi. Bah, c'est le truc espagnol, c'est tout. Je dis juste le truc espagnol. Et j'ai vraiment galéré pour comprendre. Alors peut-être la faute au fait que je parle pas anglais et qu'il y avait des choses que j'arrivais pas à saisir. Et Sinon, tout le reste des énigmes était assez limpide et facile. bah, pour le coup, moi tu vois, j'ai été bon client, j'ai suivi Matt Reeves, tu vois. Mais malheureusement, il y a des fois où le film aime se raconter. De par il se certains regarde. plans. Et le film se regarde. Et ça, mais quand je vous dis, je l'ai senti, j'ai l'impression que le réalisateur, il savait qu'il faisait un boulot conséquent et il voulait que le film se voit et se regarde. Alors, c'est assez bizarre à vous le dire comme ça, mais c'est presque de l'autosatisfaction de ce qu'on est en train de voir et ça se ressent par C'est un film contemplatif par moment et on n'en avait pas vraiment besoin, en fait. Oui, et je trouve que même s'il y a un peu, pas d'horrifique, mais de quelque chose de violent, d'assez sale et poisseux. Des gens ont dit ça, parce qu'en en fait, faut savoir, les fans de Nestor Burma, oui, les flics, ils sont un peu en moi est triste, mais pas le meilleur. Et oui, les flics. Alors, en VO, pareil, j'ai un peu galéré, mais par contre, les flics sont des billes. Après, je reviendrai sur les flics aussi, mais qu'est-ce que je disais déjà? J'ai oublié. Que tu m'as quand même donné 200 balles. Ah, pardon. Tiens. Tous les antagonistes qui sont dans le film sont très bien bossés. Encore une fois, et je pense que c'est pour ça que les gens crient au génie. Ah, les antagonistes, tu parles? Ouais. Oui et non, parce que en fait, moi je trouve que encore une fois, on a parlé du côté politique. Alors non, c'était pas non celui-là, mais il y a un côté politique dans le film. Il y a un côté politique. Et je trouve que moi, le film complexifie ce côté-là, alors qu'il y a pas, enfin, c'est pas si complexe que ça. Et en fait, le film vu qu'il parle de côté politique et tout ça, et énigme-toi, il veut complexifier ça, alors qu'il n'y a pas besoin, et il le complexifie pour rien, et qu'au final, tu dis, mais en fait, c'est simple, c'est limpide. Pourquoi tu essayes de nous compliquer les choses à dire que machin, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Quand t'arrives à la fin et que... Parce que il y a un truc qui déverrouille à la fin, quand il se passe ce qu'on voit, il y a un truc qui déverrouille en fait une question qui se posait au départ. Et je pense que c'est vers ça qui tend à nous amener Matt Reeves, mais effectivement, il prend beaucoup de chemin pour nous amener à ça. Mais moi, dès le départ, j'avais compris ça. T'es pas obligé de nous faire un film de 3 heures sur ça. Après, on dit beaucoup de choses négatives, mais il y a des trucs positifs quand même. Il y a un moment dans le film, et on peut pas dire quoi. Déjà, faut savoir que Dano, c'est ça? Paul Dano, oui. Paul Dano est un très bon acteur. Moi, je l'ai découvert sur ce film-là. Il habite le personnage. Je vais essayer de... Et apparemment, ça c'est une légende qui traîne sur tous les films Batman, il aurait perdu le sommeil depuis qu'il a tourné ce film. Oui, non, mais voilà. Je les aime bien. Moi, je commence à me méfier de ces trucs-là. Mais il a joué dans... Il a joué dans ce film-là. Et si vous n'avez pas vu ce film-là, tiens, elle l'a mis... voilà. Les grands esprits se rencontrent. Mais oui, mais tous les deux. Il y a on fera un feat Daniel Radcliffe sur ce film-là avec Paul Dano. Ce film est incroyable. Paul Dano, il est très bon. Et vous allez voir qu'à un moment donné du film... Alors déjà, il n'y a pas de scène post-générique. J'ai été voir tout de suite sur Internet, quand on a eu le générique de fin. Il n'y a pas de scène post-générique. Et s'il n'y a pas de scène post-générique, c'est parce que vous allez voir qu'à un moment donné dans le film, il y a quelque chose qui est mis en place. C'est bien foutu. Et moi, j'ai bien aimé. Mais en fait, nous, c'est pas qu'on veut être négatif sur le film parce qu'on a envie d'être négatif. C'est qu'en fait, on estime de nos points de vue de spectateurs, aussi humbles soient-ils, parce qu'il vaut pas plus que le vôtre, hein, ça encore une fois on le répète. Bon, après c'est que notre avis, bien sûr. C'est que notre avis, c'est que nous on aime beaucoup ce super-héros, c'est l'un des premiers qu'on a découvert à la télévision, on a vraiment été pris petit avec cette espèce de dessin animé qui était très édulcoré pour qu'il puisse être accessible à notre âge, et qui était génial, mais même un peu sombre, et on était vraiment à fond dedans quand on était petit. C'est un héros qu'on aime beaucoup. Pattinson, moi je le trouve très crédible en Batman. Moi perso, alors
moi, j'étais le premier à ne pas avoir de doute sur Pattinson pour le film. Mais j'étais en mode, je connais, c'est pas mon pote, hein. Mais je sais ce que vaut Pattinson, je sais que c'est un très bon acteur. Je me suis dit, il va réussir en Batman, j'ai pas de doute sur ça. Et ben, à la sortie du film, je me suis dit, bah, non, en fait. Mais c'est pas lui, c'est Matt Reeves. Alors, je sais, c'est peut-être Matt Reeves, ouais, mais certain. Pour moi, Robert Pattinson n'est pas un bon Batman. Et enfin, il y a un truc qui me dérange qui fait que, bah, non, ça va pas, en fait. Alors, est-ce que c'est le fait que c'est un Batman jeune, je pense que c'est ça, qui n'est pas confiant, qui n'a pas confiance en lui et tout ça. Pas forcément qu'il n'a pas confiance en lui, mais qui... Il y a beaucoup de doutes. Il est pas encore complètement, il habite pas complètement son costume. Parce que il y a des trucs, en fait, et c'est ça que je voulais parler, qui est intéressant, c'est qu'il y a une évolution de Batman du début à la fin, et ça c'est super bien traité et super intéressant à vrai dire. Je n'ai pas vu le film, donc je ne sais pas, mais est-ce que c'est la direction? Moi, je serais d'accord avec elle. Je pense que c'est la direction de Matt Reeves. Aura. Ouais. Et puis... Mais après, connaissant Robert Pattinson, parce qu'en fait, Robert Pattinson, en fait, c'est un caractère assez dur sur les tournages, et il est connu pour être très difficile, en fait, sur les tournages. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi il s'est pas affirmé plus? Il joue quand même Batman. Alors, est-ce qu'il avait une appréhension? Il y a eu des histoires où il était en mésentente et que le film avait été retardé parce qu'il était en mésentente avec le réal. Ça m'étonnerait pas. Alors, peut-être qu'il avait peur d'approcher une figure aussi emblématique de la pop culture, peut-être. Peut-être que Matt Reeves l'a mal dirigé, mais pour moi, je trouve que... Peut-être que leurs deux visions se sont affrontées et qu'ils avaient pas du tout... C'est peut-être à cause de ça. Je pense que la vision qu'il avait, parce que le Bruce Wayne que vous allez voir à l'écran, c'est pas le Bruce Wayne que vous avez vu chez Nolan, ni celui que vous avez vu chez Tim Burton. Parce qu'encore une fois, il travaille d'autres aspects. De toute façon, il y a autant de récits de Batman que vous pouvez avoir de scénaristes ou de réalisateurs derrière qui voudront bien l'écrire et le raconter. Il y a aussi Minotop qui a écrit juste au-dessus, mais je n'ai pas lu. Il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le fait que ce soit ses débuts et il s'en prend plein la bouche. Bah, c'est assez viscéral, hein. Le film, c'est vrai que ça cartonne beaucoup et que c'est pas aussi facile pour lui que ça ne l'est dans les jeux vidéo. Alors, il y a des trucs, justement, il était bien dans Twilight, mais pas dans le costume de Batman. Pour moi, je trouve c'est pareil pour certains acteurs, justement, pour moi, dans leurs films respectifs. Pour Twilight, je trouve que Robert Pattinson est extrêmement mauvais. Pareil que pour Kristen Stewart, je trouve qu'ils sont extrêmement mauvais dans Twilight, hein. Moi, j'ai pas vu c'est pour ça que j'ai pas continué d'ailleurs après Twilight 1, mais je trouve qu'ils sont très mal dirigés, surtout que Kristen Stewart est une excellente actrice, et je l'avais déjà vu dans Panic Room et tout ça, et là dans Twilight, mais c'était insipide et... Alors, chose à noter, c'est que Matt Reeves, ta réalisation, elle est nickel, la manière dont tu mets le méchant en relief et que tu mets l'histoire de Batman ainsi que la PEC de Gotham, ça marche de ouf. Sûr et certain que si tu prends un autre méchant, ça va être compliqué de faire pareil. Ouais, et c'est là le truc où va falloir que c'est vraiment surtout avec l'annonce qu'il nous fait à la fin du film. Et je sais même pas d'ailleurs si ça suivra, mais je pense que si. Et clairement, il y a des méchants dans Batman que tu peux pas introduire comme tu as introduit ce méchant-là. Je pense que ce méchant-là se prêtait bien au genre que voulait défendre Matt Reeves. Je sais pas s'ils vont le faire, mais juste imaginons plus tard ils font un Bane. Dans ce genre d'ambiance et de réalisation, ça va pas du tout marcher. Ah mais même un Gueule d'Argile. Ah putain. Ah oui, non, c'est très difficile. Non, parce qu'il y a des trucs la caméra, elle est très rapprochée. Pour le coup, c'est vraiment un film sur Batman. Tu ne vois que Batman à l'écran. Après, le film a eu beaucoup de problèmes dans la production et le tournage à cause du Covid aussi. Ah oui, il y a eu le Covid. Il s'est arrêté plusieurs fois. Mais il y a des films où tu le ressens, celui-là, tu le ressens pas du tout. Ah, moi, je trouve un petit peu quand même. Ah, moi, je l'ai pas ressenti. Alors, je pense que sa longueur fait que je le ressens. Alors, moi, je l'ai pas ressenti parce qu'on va vous raconter une histoire drôle. Faut savoir que moi, pour ce film, j'ai payé 0€. Oui. Parce qu'on l'a vu en IMAX et Raven avait les places sur son téléphone et il avait son QR code et quand il le passe, le gars lui bip son QR code, il dit 4 places. Et lui, on était 5. Et il dit, non, 5. Non, je lui dis 5. Mais pour moi, j'avais vraiment pris 5 places. Et pour lui, il avait vraiment 5 places. Et le gars, il ne regarde même plus son truc, il dit, oui, 5. 5. Et là, on rentre, on est assis sur nos places. Et puis moi, en fait, je bug, je fais, pourquoi il a dit 4 places? Et lui, je lui dis, t'es sûr que le film, il est pas en VOSTFR? Et lui, ensuite, il regarde sur son téléphone, il voit écrit VO, et il voit qu'il a 4 places. Et je vois qu'il y a que 4 places. La place où je suis assise n'est pas à moi, puisque c'est une place qui est numérotée, du coup, on a dû se déplacer pendant le film. Donc, moi, peut-être que ça a joué l'effet de stress que j'avais de voir quelqu'un me dire, c'est ma place au début du film, parce qu'il y a toujours des retardataires, m'avait un peu, peut-être que ça m'a mis un peu plus dans le film. Et peut-être que ça a joué sur le set. Quand le film a démarré avec cette ambiance sombre, j'attendais de voir un film de super-héros différent, comme on a pu voir pour le film Le Joker, mais au final, Batman rejoint sa lignée de films de super-héros, du coup. Alors oui, je suis d'accord. Moi pas trop. Moi je suis d'accord. Pour moi, ce Batman, même si la réalisation et l'ambiance sont un petit peu différentes, ça n'apporte rien à ce qu'on a déjà vu des Batman. Donc là, je mets les Nolan, mais je mets aussi les Tim Burton avant et les Schumacher. Hein. Et je trouve que, il y a un Schumacher, il n'y en a pas deux, je crois. Mais je trouve que ça n'apporte rien en fait au personnage. Si, le côté détective avec la 10 minutes top. Oui, mais dans les Nolan, il y a un côté détective aussi. Hein.
Je suis désolé. Je m'en rappelle plus. Ah si, il y a un moment où il découpe dans le mur une brique de balle pour justement étudier la balle, de quelle balle ça vient et tout ça. Il y a pas mal de trucs comme ça. Nolan avait fait un côté détective. Un petit peu moins chez Tim Burton, mais il y était déjà. Alors, encore une fois, je trouve que le côté détective n'est pas assez poussé. Je trouve que c'est un détective, comme tu dis, un bébé Batman, tu vois. Mais par contre, tout ce qu'il utilise est réutilisé. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont mis dans le film et il s'en sert dans le film. Il y a même des tropes justement de cette scène-là qu'on va pas spoiler, de mise en scène avec le parallèle entre des personnages, donc ce personnage-là, Batman, le personnage de Catwoman et Batman, dans la mise en scène qui est intéressant, où quand il se passe un truc avec ce personnage-là dans la mise en scène, il y a un écho un peu après, quand Batman arrive et il fait la même chose pour faire le parallèle entre ces deux personnages, parce qu'il confronte en fait les deux personnages. Après, j'aurais aimé que ça aille plus loin niveau psychologie, en fait, puisqu'il y a une psychologie de ce personnage-là qui est intéressante. J'aurais aimé que ça aille plus loin avec la psychologie de Batman, qui est un petit peu avancée quand il y a des trucs qui nous sont révélés sur la famille de Bruce Wayne. Tu vois, j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin, que ça fasse écho à ça. Malheureusement, ils le font pas, peut-être plus tard, mais là, ils le font pas. Et pareil pour Catwoman, il y a, je sais plus qui est dans le chat l'a dit, mais la relation entre Catwoman et Batman, je trouve qu'elle est très mal traitée en fait. Elle est intéressante, mais très mal traitée ou traitée trop vite. Je sais pas où est le problème là-dedans, mais je trouve qu'ils auraient pu apporter un peu plus de profondeur à cette relation-là. Et on est assez d'accord. Et d'ailleurs, donc Minotop juste au-dessus, on ne voit plus le commentaire, mais j'ai lu qu'ils avaient annoncé un Batman sombre et violent et qu'il n'y a pas une goutte de sang dans le film. Alors on va dire que la violence elle est plus au niveau des coups et un PG-13, je crois, et de la bagarre. Et alors. Par contre, je m'étais pas spoilé les antagonistes et c'était affichant de voir The Riddler sans son costume vert. Eh bien, il faut savoir que ce film-là, nous, on avait eu des échos avec Raven parce qu'il y a 2 ans, on avait vu le dessin animatif Batman Hush. Et d'ailleurs, le mot Hush apparaît dans le film. Oui. Et on avait été, en fait, plus ou moins, on savait sur quel, quand on a vu la bande-annonce la première fois et qu'on a vu l'apparat, on savait pertinemment de qui il s'agissait. Donc, en fait, c'est quelque chose qui existe déjà dans les comics et qui existait dans les films d'animation d'essai. Et donc, du coup, nous, on n'avait pas été surpris. Parce que oui, il faut savoir que moi, après le film, j'étais mitigé parce que je l'attendais pas de ouf ce film-là, mais je me disais il y a un truc qui va être dans le film qui va m'intéresser, qui va être cool, tu vois. Alors peut-être que j'avais un peu d'attente. Je savais pas si j'avais aimé ou pas, et en fait je voulais pas regarder de critiques et tout ça, et j'ai réfléchi beaucoup, et au final j'en ai retiré ce que je vous ai dit là, et après j'ai regardé plein de critiques qui allaient un peu dans mon sens, mais il y a des trucs où je me disais je sais pas, il y a des trucs où je suis passé à côté, je pense. Il y a vraiment des trucs où en mode les gens disaient que Robert Pattinson dans Batman c'était un des meilleurs Batman. Je me suis dit mais non, je trouve pas. Il y a des trucs genre pour moi la crasse et le truc sombre, alors, à part le fait qu'il pleut tout le temps à Gotham, et Gotham est plutôt bien représenté, mais Gotham est génial, tout le côté crasse, violent et sombre, je trouve que c'est pas si bien amené que ça. Enfin, je trouve que ça se ressent pas. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve que ça se ressent pas. Ou alors, je suis complètement passé à côté, mais ou alors peut-être que je regarde trop de films vraiment crasseux et sombres. Mais j'ai pas ressenti ça. Je fais ok, c'est Gotham qui est sombre, mais c'est pas crasseux, c'est pas sale, c'est pas violent, parce que déjà le Batman, je le trouve pas si violent que ça, à part 2-3 scènes. Tu vois, mais je le trouve pas si les gens qui disent les critiques surtout de la presse qui disaient violent, crasseux, machin, non, c'est faux. Il y a quand même il y a un truc que j'ai trouvé assez poisseux, tu vois, mais pas trop, en fait pas plus au début que après, et à la rigueur un peu après, mais vraiment un truc que je trouve intéressant dans le film au niveau de l'esthétique, de la violence, pas forcément au niveau des combats, mais au niveau de la manière où on présente les personnages et les habitants de Gotham. Tu vois, il y a un truc où j'ai trouvé un peu malsain, et pour le coup pour moi ça a marché. Alors même il y a une scène où la Batmobile est introduite dans cette scène-là, qui est malheureusement spoilée dans la première bande-annonce, et c'est dommage. Trop long. Moi, je vais pas te dire beaucoup trop longue. Je trouve en plus que le plan qu'il a utilisé c'est intéressant, parce que encore une fois, Matt Reeves, lui, les caméras, il arrive quand même par certains choix de mise en scène. Après, il y a une course poursuite de voiture et je la trouve incroyable, hein, mais il faut qu'on se tape un peu plus d'1 heure de film pour la voir. Ah non, mais il y a des choses. J'ai hurlé de rire sur la scène de la bataille. Oui, parce que je pense que je te le dis. Alors, je sais pas si on peut le dire. Non, c'est pas un spoil. Il y en a qui l'ont pas vu. C'est pas un spoil. Et je vais me faire torpiller si jamais on le spoil. Mais en fait, c'est amené. Alors, la voiture est amenée, mais en mode un peu épique,
alors elle dure trop longtemps, je trouve, pour moi. C'est en mode, c'est un peu en mode comme quand. Là, il y a un raccourci scénaristique. Ouais, ou comme quand, tu sais, le mec recharge son arme pendant 2 plombes et l'autre type a le temps de déguerpir, mais il le fait pas, tu vois. C'est un peu ce délire-là, tu vois. D'accord, je vois ce que Ça dure 3 plombes, et en fait, j'ai l'impression. Ouais, voilà, pour le démarrage, il se passe un truc. Voilà, et c'est un peu ce que j'ai remarqué. Et je me suis dit, mais j'avais l'impression d'être le seul à le voir, mais j'ai l'impression que la Batmobile cale. Mais vraiment, hein. Ah bon? J'ai l'impression, tu sais, c'est une montée en puissance comme ça, tu fais, wow, et c'est bien fait, c'est bien amené, le bruit et tout, la mise en scène et tout, wow, et après, tu fais, pardon? Tu fais, pardon? Je l'ai pas relevé. Et en fait, ce problème-là, c'est que vu que la scène a mis du J'imagine, temps... comme ils disent, Robert Pattinson. Ah merde. Ouais, J'ai bat de calé. les gars! Mais et en fait, la mise en puissance qui est un peu longue et tout, et après qui est complètement cassée, et en fait, c'est comme je te dis, genre, les ennemis, ils ont le temps de se barrer, mais 10 fois, quoi. Genre, et puis, enfin, après, je veux bien ouais, la terreur et tout, machin, mais ce truc-là, j'ai fait, mais pourquoi c'est ça? Surtout qu'après, il y a même pas de réaction, et on enchaîne sur la course-poursuite qui est impressionnante, tu vois, mais ce moment-là, j'ai fait, mais... Enfin, c'est un moment où j'ai pas compris, en fait. Il y a d'autres éléments qui le montrent comme maladroit. Alors oui, ça c'est normal, on l'avait dit, ça fait que 2 ans, il s'en prend plein la gueule, et c'est intéressant, et justement j'en parlais, du développement de Batman, du début à la fin, il y a une évolution, et ça c'est cool. Ça c'est cool. Pour le coup, je vais lui mettre une note qui sera vraiment appelée à changer si ça doit devenir une trilogie. Sur tout ce qu'on vous propose au cinéma aujourd'hui, ce film-là est de qualité. Voilà. Mais méfiez-vous des gens qui crient au génie très vite et trop vite. C'est parfois un faux ami, ça peut vous décevoir d'un film. Et avec tout le respect que j'ai pour tous les spectateurs qui ont aimé ce film, et à juste titre, hein, ne comparez pas tout avec tout, bien que Batman, c'est dur de pas le comparer à d'autres Batman. Encore une fois, c'est un choix d'écriture et d'interprétation qu'on aime ou qu'on n'aime pas, auquel on adhère moins. Mais ne voyez pas les films comme systématiquement des concurrents de ce qui a été fait avant, voyez-le plus comme un renouvellement. Ouais, ce début de renouvellement-là est ma foi honnête. Tu sais que j'hésite. Alors, on rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, c'est sur 5. Moi, j'ai envie de lui mettre une excellente note, mais t'as raison. Je vais me détendre et je vais lui mettre 3. Ouais, moi, je lui mets 3. Parce que... Je lui mets 3, mais c'est comme un prof qui, tu mérites 17, et tu mets 15. Voilà, c'est un 3 avec les encouragements du jury. C'est que j'en ai pas assez vu, et que même si j'ai rien à redire sur la réal, vraiment, la réal, l'acting, Colin Farrell en pingouin, méconnaissable, il joue très bien le personnage. Il y a des choses, des fois, que j'aime pas voir dans le cinéma, et j'aime pas qu'on me prenne pour un débile, et surtout, j'aime pas qu'on me dise, t'as vu ce plan-là? Il est beau, hein. Tu vois ce plan? T'as vu, je filme bien. Je déteste ça. Et malheureusement, ça, je l'ai senti quand j'ai regardé le film. J'ai dit, ça va, c'est bon. T'es fort. Mais bien sûr que t'es fort. Maintenant, montre-moi des choses. Colin Farrell, j'ai pas reconnu. Alors, Colin Farrell est incroyable, mais il n'est pas dans ce film. On s'en fout. T'expliquerais hors stream pourquoi c'est hyper intéressant. Arrête. Bon, j'y crois pas. En fait, ce film-là. Non, j'y crois pas. Ce film-là. Ah, j'y crois pas. Vas-y, ferme-la. Ce film-là mérite d'être complété, en fait, avec les autres films de Matrix. Et encore une fois, c'est chiant parce que. Sortiront. Et déjà, t'as 3 heures de film. Tu ouais, déjà, c'est trop long. Et en fait, c'est, pour moi, alors, ça va être un peu méchant ce que je vais dire, mais pour moi, c'est un film qui est beau, bien maîtrisé dans ses acteurs, dans sa réalisation, dans sa photographie, mais qui est vide. Voilà. Je l'ai dit. Tu l'as dit. T'as lâché le mot. Et bah, c'est ce que disait le gars sur Twitter, une Ferrari qui roule à la Blédina. Bah, oh putain, voilà. Si vous êtes curieux ou curieuse, allez-y. Et si vous êtes d'accord avec nous, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, tant mieux encore. Vous pouvez toujours discuter du film avec nous sur nos réseaux, puisqu'on a un Discord, on a un Twitter, on a tout. Donc, vous avez été super attentifs. Merci à tout le monde. Et on vous remercie tous. Donc, je vais faire un récapitulatif de tous les films que nous avons débriefés. The Prisoner of Ghostland avec Nicolas Cage, réalisé par Sono Sion. Un film qui est très métaphorique, où les décors et le choix du réalisateur sont époustouflants. Et pourtant, en ce qui me concerne, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Et du côté de Raven, il trouve que Nicolas Cage n'est pas dirigé comme il devrait être dirigé pour être à son plein potentiel. C'est un rendez-vous manqué. Ainsi que Sofia Boutella, ce serait un rendez-vous manqué. On lui a accordé la note, en ce qui me concerne, de 2 et toi de 3. Sur 5. Ouais, c'était ça, 3. Ouais. De 2 sur 5 pour moi et 3 sur 5 pour lui. On vous invite à vous faire votre avis. Il est disponible en VOD et en Blu-ray film. Le film numéro 2,
Blacklight avec Liam Neeson qui est en ce moment même au cinéma, qui remettra Liam Neeson dans une posture de good guy qui devra pouvoir combattre des forces obscures qui sont liées à une organisation gouvernementale. Un film sympathique par des choix de script, de réalisation, mais malheureusement des fois on voit sur des rails. Ouais, il y a sur des rails et il y a des raccourcis scénaristiques qui nous ont fait énormément rire nous. Mais qui, si vous n'êtes pas un aficionados de Liam Neeson, peut-être que vous n'adhérez pas comme on a adhéré. On pardonne à Liam Neeson ça, mais il faut pas qu'il nous le refasse. Voilà, il faut qu'à un moment donné, le réalisateur il fasse quelque chose de Liam Neeson et ce serait bien qu'on le voit dans un rôle qui le mette encore plus en valeur. En tous les cas, nous, par affection, on lui mettra 3 sur 5. Il vous restera à vous tous et à vous toutes l'occasion et le loisir de pouvoir le découvrir. Et en film numéro 3, Batman de Matt Reeves, auquel nous mettons tous les deux un 3 sur 5 parce que nous trouvons la proposition cinématographique et de la photographie ainsi que des actes de l'acting et de la mise en scène complètement honnête et correcte. Néanmoins, les films ont tendance à se raconter. Pour Haven, il est vide et il y a des passages et des fois des ficelles scénaristiques qu'on ne pardonne pas au réalisateur parce qu'on ne peut pas voir sur une mise en scène ou un film aussi bien maîtrisé sur 3 heures des petits moments où ça patine et surtout on pense qu'il y a 30 ou 40 minutes de film qu'il y a en trop. Vraiment, c'était en tous les cas intéressant à voir. Si vous ne l'avez pas vu, que vous allez le voir, allez voir ce que donne Robert Pattinson à Batman et n'hésitez pas à nous en parler. Merci à vous tous et à vous toutes. Nous rappelons qu'il y a Litena, Ferinana, Minotop, mais aussi Diane Damil et tous ceux qui ont été présents et présents sur le chat. Merci d'avoir été présents, ça nous a fait vraiment plaisir d'avoir tout ce monde sur le chat, d'avoir interagi avec nous. N'oubliez pas d'aller vous abonner. Ça Pattinson. Celle-là, elle est pas mal et je l'ai comprise. Elle était parfaite. Elle est parfaite. Merci à tous ceux et à toutes celles qui nous ont regardés et qui ont pris le temps d'écouter ce que nous avions à dire. On espère vous revoir très bientôt et on espère que d'ici à ce qu'on nous retrouve, vous n'hésitez pas à casser des réalités.